monarchie impériale. Au-delà de Lemberg commence la Russie. Le soleil des Habsbourg vint l'éclairer de ses rayons. Ce soleil glacé finit par s'éteindre, mais il avait été soleil. Jusqu'à une date proche de sa mort, quel que soit le coin d'Europe où il se trouve, il reviendra toujours à cette même adresse. Paula lui survivra. Elle mourra en 1940 dans un camp de concentration allemand. Aux yeux de Roth, Lemberg est une copie provinciale de Vienne, la capitale de l'Empire qu'il connaîtra donc en miniature avant même de s'y rendre. Les paysans ont un immense respect pour la ville. On y envoie les filles afin qu'elles deviennent servantes ou prostituées. La ville où se trouvent les tribunaux, les avocats malins. La ville que l'on nourrit pour que l'on puisse y vivre. La ville où jaillissent les commissions, les ordonnances, les articles de loi, les journaux. Il en était ainsi sous le règne de l'empereur François-Joseph et il en est ainsi de nos jours. L'hôtel Georges. Il y séjourne toujours lorsqu'il se trouve à Lemberg, depuis qu'il a renoncé à habiter ces meublés où l'on cuisine, mange, dort et meurt. À 19 ans, il décide de quitter Lemberg, cette fausse réplique de Vienne, pour la véritable capitale de l'Europe centrale, le continent poétique, comme il l'appellera plus tard après ses études. Il cherchera souvent refuge dans la gare, cette grande usine du voyage, avec des filiales dans toute l'Europe, et toutes ces machines à voyager qui arrivent et qui partent. Et qui apportent de Vienne les journaux allemands. Vienne, ce n'est pas l'Est, c'est l'Occident. Vienne, comme on le dira plus tard, c'était la capitale du temps de paix. Pendant ces matinées d'été, il ne tombait pas une goutte de pluie, et souvent elles annonçaient un dimanche. Schönbrunn, un porche s'ouvrait, et voilà qu'apparaissait l'empereur, vieux et voûté, déjà ému de bon matin par la fidélité que lui témoignaient ses sujets. Le bruit régulier des sabots était couvert par les clameurs de la foule. Une lourde journée d'été commençait. Ce texte est bien postérieur, ce qui explique l'ironie et la distance, bien que jusqu'à sa mort, il soit resté attaché à ce monde à jamais perdu. Il écrit à sa nièce qui se trouve à Lemberg. Chère Paula, Schönbrunn est réservé aux invalides. Je m'insurge, mais Vienne est ma ville. D'ici, je t'offre une couronne, un manteau de pourpre et un sceptre. La couronne d'or de l'imagination, le manteau de pourpre de la solitude et le sceptre de l'ironie. Roth vit à Leopoldstadt, le quartier juif de Vienne. On connaît son adresse grâce aux lettres que lui écrivait Paula.
quartier de Leopoldstadt est un ghetto spontané, à proximité du Prater et de la gare du Nord. La gare du Nord est le lieu où ils arrivent tous. On y sent encore les effluves de la terre natale. Et elle est la porte ouverte pour le retour. Mais personne ne veut retourner. Tous veulent continuer leur route. Pour la plupart des Juifs qui s'y installent, Vienne n'est qu'une étape. Ils sont sous la protection de l'empereur qui, s'il n'a pas le pouvoir de prohiber l'antisémitisme, interdit du moins les pogroms sur son territoire. Calme et unité sont les mots magiques que l'on murmure tous les jours à l'intérieur du vaste territoire de la monarchie. Des mots que l'on répète avec une insistance accrue au fur et à mesure qu'ici ou là, dans les Balkans, les manœuvres militaires se multiplient. 3 juillet 1927. Aujourd'hui, 13 ans après le premier coup de feu, je suis à Sarajevo. La guerre mondiale a débuté à Sarajevo par une chaude journée estivale de 1914. C'était un dimanche. J'étais étudiant. L'après-midi, une jeune fille est arrivée. À l'époque, on portait des nattes. Elle tenait à la main un grand chapeau de paille jaune. Dans le chapeau de paille, il y avait un télégramme urgent. Un coup de tonnerre consigné sur papier. « Vous savez, dit la jeune fille, ils ont assassiné l'héritier du trône. Dis-moi, nous n'allons pas rester ici. » Et Roth se souvient qu'à cause de cette nouvelle, le père de la jeune fille a même quitté le café pour rentrer chez lui. Bien des années plus tard, il se promène lui-même dans cette ville. Qui ne devrait pas être une ville, mais plutôt un monument, destiné à rappeler à tous cet événement sinistre. Il était préférable de mourir pour l'empereur au son d'une musique militaire. Le plus simple était de le faire au son de la marche de Radetzky. Les balles rapides sifflaient en cadence aux oreilles du jeune Trotta. Roth, dans son roman intitulé « La marche de Radetzky », écrira « La guerre commence comme un film muet, aux accents gais et entraînants de la marche de Radetzky, cet hymne discordant d'un monde en plein naufrage. » Il est pacifiste et pendant 2 ans, il se soustrait à l'appel. Et lorsqu'il apprend que les Russes s'approchent de sa province natale, il se porte volontaire et part pour le front de Galicie, vers les rues de son enfance. L'empereur était le plus vieil empereur de la terre. Tout autour de lui, la mort décrivait des cercles sans cesse et fauchait sans cesse. Le 21 novembre 1916, l'empereur meurt, et si Roth dit la vérité, il a dû être filmé à cette occasion. J'étais l'un des nombreux soldats de la garnison viennoise qui constituait la garde d'honneur à son enterrement. Il fut enterré avec un faste modéré, le silence éternel des soldats tombés au champ d'honneur, les cris de douleur des mutilés, et tous, nous savions que notre dernier empereur s'en était allé, et avec lui notre terre natale, notre jeunesse et notre monde.
et avec lui notre terre natale, notre jeunesse et notre monde. Jusqu'à sa mort, Joseph Roth continuera à appeler le petit-neveu de l'empereur François-Joseph, Otto von Habsburg, l'empereur Otto. Ich hatte natürlich schon früher mit ihm Kontakt. Er war ja ein ausgesprochener österreichischer Monarchist. Auch wenn er, sagen wir, nicht direkt politisch aktiv war, aber er war sehr ideologisch. Mit dieser ganzen Schule von österreichischen Monarchisten aus den früheren Kronländern. Wie Sie, bei Joseph Roth war von Anfang an die Tatsache, wo er hergestammt hat einen ungeheuren Einfluss auf ihn gehabt. Und von dort sind ja wirklich einige der allerbesten Österreicher gekommen. Weil je weiter östlich man gegangen ist, desto tiefer war der Sinn für das, was das Reich bedeutet hat. Und für Roth würde ich ja sagen, war es eine wirkliche, Ideologie ist ein abgeschmackter Ausdruck, aber es war eine Idee. Er hat wirklich die österreichische Idee verstanden. Après la défaite, l'armée de la monarchie austro-hongroise rentre dans un pays qui n'existe plus. De retour du front, les soldats arpentent toute l'Europe dans ce que Roth appelle leur fuite sans fin. La poussière des années passées sur les routes macule leurs bottes, leurs visages. Ils ont connu des pays étrangers, des vies étrangères. Et tout comme moi, ils ont vécu plusieurs vies. Ils sont des vagabonds. Peut-être ne veulent-ils pas rentrer chez eux. Ils se laissent porter vers l'ouest par le flot, comme les poissons à certaines saisons. Lorsque l'on voit tant de visages, on n'en reconnaît plus aucun. Cinq fois la même femme, tantôt habillée, tantôt nue. À la différence des cubistes, Duchamp ne cherche pas à montrer des facettes différentes, mais plutôt des instants d'un même personnage. Avec Yvonne et Magdeleine déchiquetées, même éclatement. Les profils des deux visages sont séparés et découpent la surface de la toile dans une mise en page qui rappelle les rébus ou les devinettes graphiques populaires. Portrait de joueurs d'échecs, les deux protagonistes sont représentés chacun par deux positions. Et Duchamp expérimente la peinture à la lumière du gaz de ville, lumière très verte qui pousse les tons vers la grisaille. Jeune homme triste dans un train, des tranches successives du même personnage évoquent un déplacement latéral dans la profondeur sombre d'un wagon la nuit. Cette même année 1911, à Neuilly, où il habite alors, Duchamp fait une série de dessins pour illustrer les poèmes de Jules Laforgue, poète symboliste, mort en 1887. L'un de ses poèmes, Encore à cet astre, est une sorte d'invective au soleil. Duchamp crayonne une étude très simple, un personnage gravite un escalier. Autour de lui, des rayons ensuite raturés. À gauche, une autre silhouette, le bas d'un corps nu. Au centre, superposée à la première scène, une amorce de visage. Dans le dessin, la figure, bien sûr, monte l'escalier, mais tandis que j'y travaillais, l'idée du nu, ou bien le titre, je ne me souviens pas lequel des deux, me vint à l'esprit. Quelques jours plus tard, le peintre fait une ébauche à l'huile sur un carton de 96 cm,7 sur 60,5. Plusieurs positions statiques d'un corps en mouvement semblent répétées. Cette ébauche, c'est le nu numéro 1. En janvier 1912, Duchamp peint sur toile une version beaucoup plus grande, 1,46 m sur 89 cm, et bien plus complexe. Il lui donne le titre définitif, Nu descendant un escalier, sous lequel il l'inscrira à plusieurs expositions. D'abord dès février 1912 au Salon des Indépendants. Mais il y rencontre l'hostilité des autres peintres qui lui reprochent de détourner le cubisme. Duchamp doit retirer sa toile. Il la montre à une exposition cubiste à Barcelone en mai, puis à Paris en octobre au Salon de la Section d'Or. Enfin, il l'inscrit avec 3 autres œuvres à l'exposition de l'Armory Show à New York. L'exposition ira ensuite à Chicago et à Boston, accroissant chaque fois la réputation teintée de scandale d'un peintre ayant à peine dépassé 25 ans. Lorsque Duchamp débarque pour la première fois à New York 2 ans plus tard, en 1915, il est donc célèbre et recherché.
Il est pris en charge par Walter Arensberg, poète et mécène, qui lui offre un atelier chez lui et achètera la plupart de ses œuvres. Louise et Walter Arensberg reçoivent peintres et écrivains. Ils collectionnent avec passion la peinture et la sculpture de leur temps. Pour les consoler de n'avoir pu acheter le nu à son premier propriétaire, Frédéric Torre, Duchamp leur en fabrique une réplique. Réalisé à partir d'un cliché photographique, le tableau est signé ironiquement Marcel Duchamp fils, comme pour montrer qu'il était issu du précédent par un véritable mécanisme d'engendrement. En 1918, Duchamp peint une minuscule copie de son nu pour la maison de poupée d'une de ses amies, Carrie Stettheimer. Il reviendra plusieurs fois au nu. En 1937, il en tire pour ses amis des reproductions en couleur, les mêmes qu'il utilise 4 ans plus tard pour sa boîte en valise, sorte d'étui portable, dans lequel il rassemble des reproductions miniatures de ses œuvres les plus connues. Vers 1930, les Arensberg avaient pu enfin acquérir le nu acheté par Torre. L'ébauche à la gouache et les 2 œuvres jumelles, le numéro 2 et le numéro 3, sont désormais accrochés ensemble au musée de Philadelphie, avec la collection d'œuvres de Duchamp léguée par les Arensberg en 1954. Le nu de 1912 est peint sur une toile de format marine verticale. Le jaune et l'ocre dominent dans les parties claires. Plusieurs aplats sont marron-rouge, d'autres tendent vers le vert de gris. La périphérie est traitée dans des teintes marron sombre, retravaillées par du vert, du bistre et du sépia. La gamme choisie évoque le bois ou le carton. Le nu numéro 3 a été peint sur un cliché photographique noir et blanc, grandeur nature. Cette photographie du type classique, au gélatino-bromure, a été collée sur du papier, lui-même contre-collé sur une épaisse planche de bois. Les pigments à l'huile n'adhérant pas sur le papier photographique, Duchamp a dû se servir d'aquarelle, de pastel, d'encre et de crayon pour le colorier. La gamme de couleurs telle qu'elle est visible aujourd'hui est beaucoup plus uniforme et bien plus froide que celle du nu numéro 2. Les différentes parties de l'escalier suggèrent un espace immense ou peut-être disloqué. La partie représentée en haut à droite est lointaine, les marches sont disjointes. Juste en dessous, une seconde partie de l'escalier aux marches plus volumineuses. Puis une nouvelle courbe, mais cette fois de la rampe. Nous sommes au bas de l'escalier puisque la rampe est décorée d'une grosse boule. Pourtant, sous la boule, la rampe semble continuer, amorçant peut-être une nouvelle volée de marche. En bas, l'escalier est vu à nouveau de 2 façons. 3 petites marches vues de 3/4 et 3 autres beaucoup plus grandes, peut-être les mêmes, agrandies et de profil, servant de socle à la figure claire qui évolue au-dessus. La marche supérieure, qui se disloque en 3 parties, semble entraîner dans un mouvement de cascade, comme une sorte de roue à aube. Dans ce décor stylisé, mais précis, le peintre a placé un écheveau de plusieurs dizaines de traits sombres. La plupart sont orientés de haut en bas. Beaucoup se répètent selon un rythme régulier qui correspond à la cadence des marches d'escalier. Il délimite des zones géométriques où dominent triangles et trapèzes. À ces lignes droites s'opposent quelques courbes qui amorcent des surfaces rondes, se répétant elles aussi de façon rythmique. Toutes ces lignes et ces surfaces se condensent en une succession de formes bien délimitées. Dans la dernière de ces formes, celle qui se trouve au bas de l'escalier, le spectateur qui connaît le titre du tableau n'a aucun mal à identifier une silhouette humaine et à reconnaître une tête penchée vers le bas, épaules, bras, hanches, cuisses, genoux et jambes. Les silhouettes qui suivent celle-ci sont plus confuses, mais répètent cette même forme allusive. Le corps, par contraste avec l'escalier sombre, est brillant, mais la lumière très jaune a une composante verdâtre. C'est une lumière artificielle partagée entre plusieurs sources.
Dans la peinture classique, le mouvement était suggéré par les artifices les plus divers. Nébulosité des anges ou des saints en vol, plis tourmentés des draperies, cheveux flottants. Dans la parabole des aveugles, Bruegel montre tous les stades de la chute en cascade du petit groupe. Le peintre choisit un moment précis où peut se montrer le déséquilibre le plus grand, ce que la photographie en son temps appellera un instantané. Mais, paradoxe, ces corps en mouvement semblent encore plus immobiles. D'autres peintres ont été conscients de cette difficulté. Véritable anticipation des recherches futuristes, Paolo Uccello, dans la bataille de San Romano, montre deux lanciers en train de courir côte à côte et selon des rythmes décalés. De même, dans La chasse, il décline tous les mouvements de la course des chiens et plusieurs phases du déplacement des chevaux. Dans ses carnets, Léonard de Vinci revient très souvent sur la nécessité d'analyser le mouvement. Il s'intéresse lui aussi au cheval. Dans le Derby d'Epsom, Géricault tente de montrer une course rapide. Il peint un instant très improbable où tous les chevaux sont comme suspendus en l'air. Mais il sait bien que l'œil du spectateur ne peut percevoir la position des membres d'un cheval en plein galop. La discussion sur le mouvement réel du cheval court à travers tout le XIXe siècle chez les peintres comme chez les hommes de science. Le photographe américain Edward Muybridge, travaillant pour le compte du riche industriel californien Leland Stanford, prend les premiers instantanés d'un cheval au trot puis au galop. Il met au point en 1877 un dispositif très perfectionné qui lui permet de saisir toutes les phases du mouvement et de montrer qu'en effet, les sabots du cheval au galop pouvaient tous quitter le sol à un moment donné. Ces travaux avaient été inspirés par ceux qu'un chercheur français, Étienne Jules Marais, menait alors à Paris. Marais photographie des personnages en mouvement. Ils sont habillés de blanc sur un fond sombre, ou encore vêtus de collants noirs, portant les lignes des membres et les points des articulations. Il obtient ainsi sur une même plaque photographique de véritables décompositions abstraites du mouvement. Marais invente aussi un fusil photographique qui annonce la caméra de cinéma. Muybridge, entre 1884 et 1887, perfectionne encore ses machines. Il enregistre un grand nombre de planches montrant les phases des mouvements les plus divers chez les animaux comme chez les êtres humains. Des assistants et des étudiants de l'Université de Californie posent pour lui. Plusieurs de ses nues montent ou descendent des escaliers. En 1895 naît le cinéma. Dans les années qui suivent, opérateurs, photographes et peintres se familiarisent avec la décomposition du mouvement. La même action enregistrée par la caméra peut être accélérée, ralentie, arrêtée, inversée dans le temps, inversée dans 2 dimensions d'espace, répétée ou démultipliée. Chaque image est un instantané photographique qui rend compte de la position d'un sujet dans l'espace. Chaque image peut donc aussi être considérée comme un fragment de la durée. Ces curiosités, rendues populaires par le cinéma, invitent à une réflexion sur l'écoulement du temps. Dans ce nouvel espace utopique, l'irréversibilité du temps semble remise en cause. Vers la fin du XIXe siècle, toute une littérature se développe à propos de la 4e dimension, cette dimension supérieure qui viendrait se superposer aux 3 dimensions de l'espace sensible. L'idée, qui aura une grande influence sur le cubisme et sur plusieurs courants de l'abstraction, inspire aussi les écrivains populaires. Duchamp a lu Le voyage au pays de la 4e dimension de Gaston de Pavlovsky, dans lequel sont évoqués le mouvement immobile, le voyage instantané, l'escalier horizontal et d'autres situations paradoxales. Marinetti, dans son manifeste futuriste, avait fait l'apologie de la vitesse et de la mécanique. Les peintres futuristes, à leur tour, déclarent en 1910
Tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement. Étant donné la persistance de l'image dans la rétine, les objets en mouvement se multiplient, se déforment en se poursuivant, comme des vibrations précipitées dans l'espace qu'ils parcourent. La même année 1912, Giacomo Balla peint La main du violoniste, Le chien en laisse et la fillette courant sur un balcon. Autant de décompositions du mouvement à la façon de Maré ou Muybridge. Le Tchèque Frank Kupka, installé à Paris et lié d'amitié avec Marcel Duchamp, réalise vers 1910-1911 plusieurs tableaux montrant une femme cueillant des fleurs. À la succession des poses correspond une décomposition du spectre des couleurs. Not to give an impression of movement, that was not in my head at all. Le but n'était pas de donner une impression de mouvement, mais au contraire une forme descriptive schématique de ce que devait être la mécanique du mouvement. En figeant ainsi les silhouettes successives de son nu, Duchamp crée donc une figure abstraite, mais tout à fait immobile. Il ne peut cependant éviter de lui conférer des signes de mouvement. Il y a d'abord quelques points noirs, prolongés par des traits qui rappellent les dispositifs graphiques de Maré pour l'étude du mouvement. Il y a ensuite les lignes en pointillés. Le signe emprunté à la géométrie évoque le déplacement, la translation selon une ligne imaginaire. Duchamp lui-même dessine de nombreux plans de machines réelles ou fictives dans lesquels le pointillé a cette fonction. Moulin à café en 1911, appareil célibataire de 1913. Autre signe, les traits transversaux qui vont dans le sens du mouvement. Ce genre de graphisme, aujourd'hui très familier, n'apparaît jamais dans l'art classique. Aux premiers âges de la photographie, lorsque la pose est par nécessité très longue, les personnages en mouvement rapide apparaissent sur le cliché sous forme de traînées ou d'effluves, traduisant l'amplitude de leurs gestes. Deux photographes futuristes, les frères Bragalia, utilisent ce genre d'effet à partir de 1911 dans leurs expériences de photodynamisme. Le salut, la gifle, le violoncelliste. Mais bien avant eux, dès l'époque où l'instantané photographique s'était répandu, les dessinateurs populaires s'étaient emparés de ce signe explicite. Le déplacement rapide des corps sera désormais symbolisé par des traits ou par un sillage. Ce sont ces mêmes signes que Duchamp utilise pour la première fois en peinture pour accompagner le mouvement. Le personnage est représenté par ses positions successives dans l'espace comme autant de lamelles de temps consécutives, liées entre elles par les traits de vitesse. Après le nu, Duchamp continuera à s'intéresser au mouvement. L'année même où le tableau connaît son succès américain, il invente un objet très simple, une roue de bicyclette posée sur un tabouret. Quelques mois plus tard, Duchamp signe un porte-bouteille ordinaire acheté dans un grand magasin et invente ainsi le ready-made. D'autres objets suivront. En même temps qu'il prépare son grand verre, Duchamp continue à s'intéresser à la représentation du mouvement, à la perception du relief et aux illusions optiques. Rotative plaque verre, rotorelief. Cette activité scientifique et ludique s'accompagne d'une production abondante de plans, de croquis, d'aphorismes, de petites notes jetées à la hâte sur les papiers les plus divers que conservera avec soin Duchamp et qu'il publiera à plusieurs reprises en fac-similé. De même, de 1946 à 1966, Duchamp élabore dans son atelier new-yorkais un environnement extrêmement complexe qui ne sera dévoilé qu'en 1969, un an après sa mort. Le titre, comme toujours, est à la fois énigmatique et humoristique, étant donné, premièrement, la chute d'eau, deuxièmement, le gaz d'éclairage.
La scène, traitée dans l'espace et d'une façon illusionniste, reprend bien des thèmes de l'œuvre de Duchamp, et en particulier le thème du nu, présent auparavant dans des images comme dans les titres. Nu descendant un escalier, c'est surtout le titre du tableau qui déclencha la colère des premiers spectateurs et même des amis cubistes de Duchamp. Ce titre faisait en effet référence à une tradition picturale. La représentation du corps humain nu est devenue, à partir de la Renaissance, un genre à part entière. Au corps glorieux et saint du Christ et des martyrs se substituent peu à peu des corps d'hommes et de femmes peints ou sculptés en dehors de toute préoccupation religieuse, pour la seule délectation esthétique des spectateurs. Mais cet art profane, à son tour, a acquis une fonction sacrée. Le nu, consacré en tant que genre, est exposé, visité, analysé, commenté, et sa charge érotique est désamorcée par la volonté de sérieux. À la Belle Époque, le nu est encore très florissant, et les peintres, y compris des cubistes, continuent à montrer des femmes nues, debout, assises ou couchées. Descendant un escalier, jamais. Mais en fait, s'agit-il vraiment d'un nu? La bizarre silhouette humanoïde descend l'escalier. Duchamp l'a traitée en couleur rappelant le bois. La première image qu'elle évoque, c'est celle de ces mannequins de bois polis, fréquents dans les ateliers d'artistes, et dont les membres articulés permettent d'étudier les différentes poses d'un corps. Les aplats et les arêtes aiguës rappellent aussi ces simples figurines faites de surfaces de carton emboîtées et que fabriquent dans leurs travaux pratiques les étudiants en art. Réduit à ses lignes musculaires, à ses tendons et à son ossature, le nu est proche des écorchés. Les anatomistes de l'âge classique plaçaient souvent leur sujet dans des situations saugrenues. Lorsque le corps est schématisé par des formes géométriques, il devient mannequin. C'est le cas chez Luca Cambiaso, peintre et dessinateur du XVe siècle, chez Erhard Schön, chez Albrecht Dürer dans son traité des proportions, ou encore chez Giovanni Braccelli, graveur du début du XVIe siècle. Et le mannequin lui-même renvoie à l'automate, figure qui hante l'imaginaire occidental depuis l'Antiquité. Des machines, dans la Grèce ancienne comme au Moyen-Âge, simulent des actions humaines. Les horlogers construisent de véritables anatomies mouvantes. Et lorsque la mécanique a atteint ses limites, la littérature prend le relais. La Coppelia d'Hoffmann, l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, la Stilla de Jules Verne sont des automates femmes nées des rêveries masculines. Le nu, assez peu sexué, mais dont toutes les lignes et les articulations sont très marquées, évoque un assemblage de pièces, de plaques, de tiges et de ressorts. Et même le visage, sorte de casque fermé à visière et prolongé d'un plastron, appartient au monde sous-marin des scaphandriers de Jules Verne. Là. En passant du nu numéro 2 au nu numéro 3, peint sur photographie, Duchamp produit des tons beaucoup plus froids. Le mannequin semble ainsi passer du bois au métal. Moitié machine et moitié homme, il annonce le robot qui fera son apparition au début des années 20 et deviendra un personnage du folklore du XXe siècle. Enfin, le nu éveillait peut-être aussi, pour le spectateur de 1912, l'image des fantômes. Le spiritisme, très à la mode à la Belle Époque, avait été relancé par les futuristes. Dans cette succession de formes floues, évanescentes, n'y aurait-il pas comme un souvenir de ces étranges trucages que les photographies spirites offraient à la crédulité des gens? Oh là là. D'ailleurs, les écrits de Duchamp, comme son œuvre graphique, sont hantés par la question de l'ombre. L'ombre du ready-made fait partie du ready-made. En 1918, Duchamp réalise sa toute dernière peinture, inspirée par les ombres de ses ready-made sur le mur de son atelier. D'un format très allongé, partagé entre divers trompe-l'œil et transpercé par un véritable écouvillon, la toile tume, à entendre comme « tu m'ennuies »,« tu m'embêtes » ou encore « tu m'aimes », est un adieu à la peinture de Chevalet.
L'ombre pour le peintre est une sorte de fantôme, de relique de l'être lui-même. Elle est comme le dépôt laissé par la lumière. Le nu, descendant son escalier, abandonne derrière lui la succession de ses ombres. Dans le dessin qui a déclenché l'idée du tableau, un personnage montait l'escalier parmi des rayons de lumière. L'escalier utilisé en tant que tel est rare en peinture. Il serait symbole d'élévation vers le savoir, vers la connaissance, prélude à une transfiguration. Un des épisodes dans lequel il intervient le plus souvent, c'est la présentation de la Vierge au Temple. Parfois, l'escalier est utilisé comme personnage en soi. Élément d'un labyrinthe architectural, il se développe, se ramifie, s'entrecroise, devient le décor d'un cauchemar chez Piranèse, comme chez les illustrateurs populaires du début du XXe siècle. Mais on ne voit jamais d'escalier descendu, seule exception notable, les marches d'or d'Edward Burne-Jones, peint en 1880, et dont Duchamp aurait pu voir une reproduction. Des femmes descendent l'aspire d'un escalier, habillées de façon semblable, elles répètent les mêmes gestes. Le peintre ne s'est pas expliqué sur le sens de son tableau. On sait seulement qu'il avait fait poser nu un célèbre modèle italien pour chacun des gestes successifs et les membres de sa propre famille pour les visages. Le titre du tableau de Duchamp a peut-être un antécédent avec les danseuses montant un escalier d'Edgar Degas. Degas peint aussi une autre scène de l'opéra où l'on voit en marge les pieds des danseuses descendant des marches métalliques. Mais Duchamp transforme son décor en un vulgaire escalier d'immeubles parisiens pauvres, un de ceux dont la façade porte la plaque eau et gaz à tous les étages. Un escalier avec ses marches irrégulières et sa rampe à boules, et sans doute son bec de gaz qui diffuse à peine sa lumière jaune, mais illumine le corps nu. Et surtout Duchamp inverse le mouvement considéré comme le plus noble, le mouvement ascendant. Ce qui aurait pu être ascension vers la lumière, en vol, élévation vers le paradis, sainteté, devient la descente vers les ténèbres, chute, plongée vers l'enfer, malédiction. Pourquoi un nu descend-il un escalier sordide? Pas pour sortir dans la rue, bien sûr. Peut-être pour passer d'une chambre à l'autre, ou bien pour remonter ensuite ce même escalier et recommencer mécaniquement des gestes répétitifs et tarifés. Le tableau qui avait fait basculer l'art moderne quelques années auparavant était une scène de maison close. Les demoiselles étaient celles de la rue d'Avignon à Barcelone. Peut-être doit-on voir dans le nu aussi un instant prostitutionnel, indéfiniment suspendu entre l'avant et l'après de deux paliers crasseux. Oh là là. Mais ce sens trivial en appelle un plus subtil. Les limites de l'escalier sont difficiles à discerner. En haut, l'escalier bifurque, se perd dans des lointains obscurs. En bas, la boule ronde devrait marquer le rez-de-chaussée, mais la rampe semble continuer au-dessous. Et sous la figure du nu, suspendu entre ciel et terre, l'escalier paraît se greffer sur lui-même, recommencer indéfiniment. Dans son roman, Gaston de Pavlovsky évoquait l'escalier horizontal de la 4e dimension. Autrement angoissant est le problème de l'escalier, qui après une succession indéniable de marches, vous ramène à l'étage d'où l'on est parti. L'escalier de Duchamp est comme la cage d'un écureuil métaphysique, toujours en mouvement, mais toujours immobile. Le nu descendant l'escalier est donc aussi un savant entrecroisement de paradoxes. En reprenant sous une forme picturale le fameux paradoxe de Zénon, Duchamp divise le temps d'un certain mouvement. Mais plus il le divise, plus ce temps semble suspendu, immobile. Plus il le montre, et plus il est invisible, marquant ainsi la fin tant annoncée par Duchamp d'un art rétinien. Pour passer du nu numéro 2 au nu numéro 3, le peintre s'est servi d'un appareil photographique. L'appareil mécanique lui permet de reproduire un objet qui était déjà lui-même une sorte de mécanique. Cette copie donne l'idée de reproduction en série. Le nu était une répétition d'instantané, donc la négation de la peinture liée depuis toujours à l'instant. La répétition du nu à son tour fait disparaître l'idée d'œuvre unique. Le tableau n'est plus nécessaire,
ces images suffisent. La peinture classique était vouée à la représentation de la chair, l'incarnation était sa fonction principale. Avec le nu, la chair disparaît. Elle est réduite à une effluve, une aura, une succession d'ondes. Le tableau ouvre une nouvelle ère esthétique, celle de la dissolution des formes.